vendredi 4 octobre, la nouvelle a fait office de bombe dans l'écosystème footballistique. La Cour de justice européenne donne raison à Lassana Diarra dans son litige avec la FIFA. Cette décision reconnaît que la FIFA ne respecte pas certaines règles du droit européen sur les transferts en matière de droit du travail et de liberté de circulation des footballeurs. Certains considèrent cette décision comme un arrêt Bosman 2.0, nécessitant une refonte totale du système de transfert. D'autres tempèrent et appellent à de simples modifications et ajustements du système actuel. Mais alors, qu'en est-il vraiment ? Depuis la décision prise il y a 2 semaines, la FIFA n'a quasiment pas bougé et l'avenir semble plus qu'incertain. Nous dirigeons-nous vers la fin de la globalisation du football ? Quels nouveaux rapports de force vont se créer suite à cette décision ? Qui sera en charge de réguler le football dans le futur ? Tant de questions auxquelles nous tâcherons de répondre dans ce 3e épisode, dans lequel je suis accompagné de l'ami Alex Benyaya. Et afin de se projeter sur les conséquences de cette décision, Alex, pourrais-tu nous recontextualiser un peu le sujet ? De quoi parle-t-on exactement ? Tu l'as dit, un Bosman 2.0, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que 30 ans après avoir fait sauter les quotas de joueurs étrangers dans les clubs, l'avocat Jean-Louis Dupont va à nouveau changer l'histoire du foot ? Parce que oui, c'est déjà lui qui en 95 avait défendu son client, un certain Jean-Marc Bosman, en contestant la conformité des règles régissant les transferts. Alors malheureusement, 1995, je crois que je suis le seul dans cette assemblée à ne pas être né à cette époque-là. Est-ce que tu peux me recontextualiser un petit peu ce qui s'était passé à cette époque ? Avec plaisir, mon vieux. Enfin, plutôt mon jeune, du coup. En 90, notre ami Bosman arrive en fin de contrat avec son club de Liège. On lui propose alors une prolongation avec une réduction de salaire de 75%. Jean-Marc refuse et le club le place donc sur la liste des transferts. Sur la liste des transferts, donc ce qui est paradoxal puisqu'il était en fin de contrat. Ouais, mais c'est comme ça que ça fonctionne à l'époque dans les années 90 en Belgique. Pour quitter un club, il faut verser une indemnité. Alors il y a bien le club de Dunkerque qui est sur les rangs et intéressé par le joueur, mais il fait face à un autre problème. Il a atteint le nombre maximal de joueurs étrangers autorisés. C'en est trop pour Bosman qui, bloqué et sans club, attaque l'UEFA et le club de Liège pour entrave à la libre circulation des travailleurs. Ok, donc la suite on la connaît, Bosman gagne son litige, le marché explose, Zidane part à Turin, Blois au Barça, Djorkaeff à l'Inter, Thuram à Parme, et c'est tout l'écosystème du football qui change. Mais si on se projette un petit peu sur notre sujet, pourquoi cette affaire Diarra, dans cette affaire Diarra, on parle d'un Bosman 2.0 ? Bon, alors déjà, la formule vient de l'avocat de Lassana Diarra qui, on l'a dit, était déjà là à l'époque de Bosman. Pour ce qui est des faits, on va se faire un petit récap Diarra pour que tout le monde comprenne. En 2014, Diarra s'embrouille avec son club de l'époque, le Lokomotiv Moscou. Et pour cause, il lui reste 3 ans de contrat quand le club décide de baisser drastiquement son salaire sans son accord. Que fait Diarra ? Évidemment, il refuse, il casse son contrat. De son côté, le Lokomotiv Moscou lui réclame 10,5 millions d'euros pour le préjudice après une négociation en se basant sur le règlement de la FIFA. Qu'est-ce que c'est que ce règlement de la FIFA ? Très simplement, si un joueur rompt son contrat de manière unilatérale et sans juste cause, et retenez bien ce mot de juste cause parce qu'il va revenir très souvent durant cet épisode, il doit verser une indemnité au club équivalente à sa rémunération et ses avantages jusqu'au terme de son contrat. Donc Diarra à ce moment-là doit rembourser l'intégralité de son salaire restant, et ça paraît logique tant qu'il est libre de s'engager où il veut par la suite. Ouais, sauf qu'il peut pas. Il peut pas parce qu'en plus de cette amende, l'article 17 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA pose problème. Si un club engage Lassana Diarra, il se porte solidaire de l'amende infligée aux joueurs. Pour faire simple, en 2014, si tu veux Diarra, tu dois payer 10,5 millions d'euros sans compter les sanctions sportives. Et les sanctions sur le joueur, elles tardent pas à tomber. En plus d'une amende, il se voit interdit de s'engager dans un autre club pendant 15 mois. C'est finalement en 2015, quand il rejoint l'OM et après avoir purgé sa suspension, qu'il engage des procédures judiciaires. Et du coup, jusqu'ici, c'est la FIFA et le club en question qui gagnent. Qu'est-ce qui a bouleversé les choses ? On est en 2022 et là on est obligé d'employer des termes un tout petit peu techniques, mais la justice belge a posé une question dite préjudicielle à la Cour de justice européenne. Grossièrement, la question c'était: est-ce que le règlement du statut et du transfert des joueurs, donc le fameux article 17 dont on vient de parler, est-ce que cet article est compatible avec le droit de la concurrence et de la libre circulation de l'Union européenne ? La réponse du premier avocat général de la Cour de justice ne laisse planer aucun doute. Dans un rapport de plus de 40 pages, il explique que les règles de la FIFA limitent la capacité des clubs à recruter par crainte d'une sanction financière et que ces sanctions empêchent un joueur d'exercer son métier dans un club de l'Union européenne. En gros, cet article 17, pour faire simple, il empêche la libre circulation des travailleurs
et tu l'as là, ton Bosman 2.0 Val. Ok, du coup, ça veut dire quoi concrètement si les clubs appliquent cet arrêt? Ben, c'est là où on reste un peu dans le flou. Déjà, le premier point qui paraît primordial, c'est de définir le cadre justifiant la rupture de contrat, c'est-à-dire cette fameuse juste cause. Ensuite, si cette juste cause est arrivée, on comprend en lisant ce que dit l'avocat, et ça reste du conditionnel, et le but de cette émission est d'expliquer tout ça, que les joueurs pourraient s'engager dans un club en rachetant la fin de leur contrat. On serait donc face à une situation où la valeur de certains joueurs serait divisée par 3, 4 ou même plus. Ok, tu voulais prendre l'exemple de Chancel Mbemba à qui il reste plus qu'un an de contrat, qui coûterait du coup 3,84 millions d'euros à son club si on se base sur son salaire actuel. Exactement, et vous imaginez bien le nombre de questions que ça soulève. Quel intérêt auraient alors les clubs à acheter les joueurs au prix fort? Est-ce que le joueur n'a pas intérêt à créer le litige pour forcer le transfert comme un James Harden en NBA qui se rend plus aux entraînements pour forcer son trade? Est-ce qu'on peut imaginer des salaires saoudiens en Europe pour bloquer les joueurs? Et je continue dans le délire, est-ce qu'on peut envisager une bascule des indemnités de transfert sur les salaires? Quel va être l'écart entre un Vinicius, j'ai volontairement pas cité Kylian parce qu'on va le laisser un peu tranquille ce soir, et un Pierre Lesmelou par exemple? Comment réguler le salaire donné aux joueurs? Est-ce que les prospects, ces fameuses pépites, risquent pas d'être surpayées et donc moins performantes par crainte de les voir partir? Et donc, quid de la formation dans un pays comme la France? On peut imaginer les jeunes qui fuient pour être formés à l'étranger. Et là, du coup, dernier élément, tu parles beaucoup des joueurs, mais il y a aussi une incertitude autour des clubs. Ouais, bah, il suffit de regarder de quoi vivent les clubs de Ligue 1. La majorité, et tu l'as dit mille fois, David, font de l'achat-revente ou de la formation-revente en espérant capitaliser sur une plus-value. Et je parle même pas du foot amateur qui va payer pour maintenir ces clubs en vie. Finalement, ce que soulève cet arrêt Diarra, pour le nommer, c'est qu'il est grand temps de s'asseoir autour d'une table et de statuer, puisqu'en l'état, le foot semble complètement déstructuré. Et quand on sait qui dirige et qui statue, je vais avoir besoin de vous, messieurs, pour être assuré. Eh bien, j'espère que nos amis du COMEX nous rassureront ce soir. Et justement, pour m'accompagner aujourd'hui, 3 hommes qui ont aussi déposé une plainte auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Le premier a déposé une plainte concernant la société Sports Interactive qui a récemment annoncé le report de la sortie de son jeu Football Manager 2025 en mars. Chose inacceptable pour le jeune David qui avait pourtant planifié la naissance de son nouveau gosse pour profiter pleinement de ses caprices de nuit. Comment allez-vous, monsieur Guzman, pour votre rentrée? Absolument. Écoute, le cycle de reproduction de ma femme était calé sur la sortie de Football Manager 2025. Donc, très franchement, Dépité. je réfléchis à tenter une action en justice, étant en plus un client captif depuis très longtemps. Ça chamboule absolument tous mes plans. Et Très bien. croyez-moi, je ne vais pas refaire un troisième gosse en fait pour me caler sur FM 2026. Je peux vous le garantir. La plainte de notre second invité concerne les joueurs de football accusés de viol et agression sexuelle, mais précisons seulement ceux qui sont accusés le lundi soir et qui rendent du coup son édito du mardi matin dans la revue de l'After obsolète avant même d'être publié. Évidemment, je parle de monsieur Thibault Leplat. Obsolète, c'est un peu exagéré quand même. Non, ça C'est un ne petit fait que peu confirmer le fond de l'article, mais évidemment, ça casse un peu Ouais, la la dynamique. dynamique. Mais, Voilà, exactement. En tout cas, il y en a un qui est content qu'il s'est baigné d'air. Le mec, Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. le mec, L'art de passer entre les gouttes. il passe sous le radar alors qu'il y a quand même 2 ans et demi requis contre lui. Chapeau Wissam, Ouais, c'est vrai, franchement. c'est vrai. Il vient de faire une Gasquet. Voilà, Ouais, exactement. en termes de retraite. Et enfin, vous venez de l'entendre, après un aller-retour au stade du Roi Baudouin ce lundi soir, notre troisième invité a porté plainte contre Didier Deschamps pour mise en danger de la vie d'autrui après les 2 nouvelles bousses de la semaine écoulée. Comment allez-vous, monsieur Bessène? Fort bien, un peu de savon dans les yeux et ça va mieux. Parfait. Bon, et avec nous, évidemment, vous l'avez entendu, Alex Benyaya qui vous a déjà contextualisé notre sujet du jour, qui, je vous le rappelle tout de suite, est le suivant, l'affaire Lassana Diarra. Et après, nous allons donc nous poser les questions sur les conséquences de cette décision. Et je vous propose qu'on commence maintenant. Alors, à travers ton introduction, Alex, on a bien compris que la seule certitude que nous avons concernant les conséquences de cette affaire, c'est justement son avenir plus qu'incertain et totalement flou qui règne autour de ces questions-là. Et justement, David, je me tourne vers toi pour commencer cette émission, puisque toi, tu estimes que ce flou juridique ne pourra pas durer éternellement. Non, il ne pourra pas durer éternellement, tout simplement car cette année, cette saison, encore plus que les autres, nos clubs de Ligue 1, parce que je me suis concentré sur la Ligue 1 pour mon analyse, ont plus que jamais besoin de revenus
et peut-être besoin d'aide extérieure. Qui dit aide extérieure dit prêteur, et qui dit prêteur dit visibilité. Visibilité sur les flux de trésorerie à venir et visibilité sur l'environnement réglementaire. Moi, je ne gagne pas ma vie, en tout cas pas encore en faisant le COMEX, je gagne ma vie en prêtant de l'argent. Et en prêtant de l'argent, j'ai besoin de visibilité, et de visibilité sur l'environnement normatif et réglementaire et sur les risques encourus sur mes futurs flux de trésorerie. Alors le principal flux de trésorerie qu'un club encaisse, le principal flux entrant, ou en tout cas un des principaux avant cet été, c'était bien évidemment, comme tu l'as dit Alex en introduction, les droits de mutation. Pour vous donner un ordre de grandeur, parce que c'est très important de raisonner en ordre de grandeur et de donner des chiffres pour se rendre compte de la magnitude potentielle de cette décision. On parle là potentiellement de l'arrêt pur et simple du droit de mutation ou de la fixation de l'indemnité de manière libre et éclairée. Je pense que peut-être François nous dira un peu plus de la régulation de l'indemnité de transfert plus tard, mais les clubs français de Ligue 1 en 2022-2023 perdaient, avant indemnité de mutation, 1,1 milliard. Tous les clubs, 18 clubs, 1,1 milliard, enfin 20 clubs puisqu'on était à 20 clubs. Les opérations de mutation, le résultat des opérations de mutation, c'est-à-dire que la différence entre les produits et les dépenses de transfert, c'est 760 millions d'euros. Ce qui fait que chaque année, les clubs doivent trouver 282 millions d'euros de financement extérieur. Ça peut être un actionnaire plus ou moins généreux, mais on a bien vu que dans certains clubs, ça commençait à tirer la langue. Tout le monde n'a pas un Pinot, tout le monde n'a pas un fonds d'investissement souverain, tout le monde n'a pas un Ineos. Donc, il faut aller chercher du financement extérieur. Et ce financement extérieur, c'est un actionnaire, c'est plus ou moins d'ailleurs opportuniste, plus ou moins vautour, un fonds d'investissement, plus ou moins opportuniste, plus ou moins vautour, mais il va falloir, devant la DNCG pour l'exercice précédent, suivant, le couvrir. Et comment remplacer une perte de 760 millions d'euros avant transfert? On parle d'une perte potentiellement, en cas de disparition de l'indemnité de transfert ou de réduction, de 42 millions d'euros par club. Si on divise par 18 clubs, c'est 42 millions d'euros. Préciser C'est quand même deux que le PSG est concerné par cette moyenne et que du Oui, coup, le les 60 PSG biaise quelque part la moyenne, mais ça se joue en fait, si tu retires le PSG, ton delta est de 10 millions d'euros environ. Donc, 42 millions d'euros pour des clubs qui ont déjà perdu 60% de leurs droits télé, je ne sais pas si on se rend compte du cataclysme à venir. Et il faut absolument qu'on s'en rende compte. 42 millions d'euros, c'est le budget de Brest, le budget de Metz, le budget du Havre. C'est 2 fois le budget de Clermont. C'est 75% du budget de Montpellier. Donc, c'est un véritable tremblement de terre. Et je trouve que les clubs ont été très silencieux. C'est peut-être dû au flou artistique et juridique pour l'instant, mais ont été très silencieux. Parce que, très franchement, comment tu vas désormais convaincre un actionnaire ou un prêteur ou un investisseur externe d'investir dans les clubs français? Tu auras une incertitude sur 2 points. Une incertitude sur, tu l'as dit d'ailleurs Alex en introduction, sur la valorisation des joueurs. Si tu regardes l'actif du bilan d'un club, il n'y a que 3 clubs qui ont un actif immobilier significatif qui possèdent leur stade. C'est Lyon, Auxerre et Ajaccio. Donc très franchement, l'écrasante majorité de l'actif est constituée justement des joueurs, de la valorisation du contrat des joueurs. Donc si tu la divises par 3, 4, 5, 10, ou quitte à la faire quasiment disparaître, tes clubs, c'est quasiment une coquille vide. Tu as toujours l'actif immatériel, ce qu'on appelle le goodwill en finance, la marque, mais la marque ne vaut que par tes performances sportives. Manchester City, qui commercialement était le 2e club l'année dernière, quand Manchester City jouait à Main Road avec Georgie Kinkladze, Sean Gotter et Nicolas Anelka, la marque valait beaucoup moins que quand elle joue avec Erling Haaland, avec Rodri, avec Pep Guardiola à sa tête et Txiki Begiristain à la tête de la direction sportive. Et ensuite, comment faire de l'argent? Ta principale source de revenus, alors les ventes de joueurs, c'était 1 milliard en 2023-2024, c'était la plus grosse source de revenus. On est tombé à cause de DAZN à 605 millions, mais
comment faire de l'argent dans le football si tu ne peux plus en fait faire du trading? C'est-à-dire que quels vont être le business plan, le plan de trésorerie, la stratégie des clubs qui ne pourront plus justement faire de l'argent assez rapidement sur la valorisation des joueurs. Et après, il y a énormément de problèmes connexes. Les clubs doivent 952 millions d'euros aux institutions financières. Comment les rembourser si je suis incapable de vendre des actifs? Les clubs se doivent 748 millions d'euros entre eux en droits de mutation. Comment payer tes dettes à ton voisin qui contribue à l'écosystème du football si tu ne peux plus générer autant de revenus et autant de revenus rapidement? On imaginerait en fait une foncière dont du jour au lendemain où on dirait bah, écoutez, très bien, une foncière, c'est une entreprise, enfin, c'est une entité qui vit de l'achat et de revente de biens immobiliers. Donc, il s'imagine du jour au lendemain une société, une foncière immobilière, dire bah, ok, d'accord, maintenant vous avez 5 immeubles sur les Champs-Élysées, 2 tours à la Défense, 3 plans logistiques à Fos-sur-Mer. Mais vous savez quoi? Bah, vous n'allez pas pouvoir les vendre en fait. La valeur, ça va être la valeur de 3 ans de loyer jusqu'à la fin du bail de la société qui occupe vos locaux. Ce serait forcément très compliqué. Cette sortie, en fait, du marché, peut-être pas pur et parfait, mais libre et éclairé. Donc, j'ai peu entendu les actionnaires suite à cette annonce. Peut-être parce qu'ils sont dans le déni, comme Thibaut, tu l'as dit, justement dans l'after. Mais sincèrement, vu les besoins de financement de nos clubs, la disparition ou en tout cas le très fort amenuisement des indemnités de transfert fait peser un risque absolument énorme, systémique et vital sur la vie de nos clubs. Et précisons que tu as donné les exemples des clubs français, mais que cette vérité peut évidemment s'élargir à bon nombre de clubs à travers toute l'Europe. Absolument. Une fois qu'on a fait le point sur ces incertitudes juridiques et du coup financières, on peut quand même commencer à tirer les premières conclusions directes de cette décision, et notamment le nouveau rapport de force qui va opposer aujourd'hui les institutions sportives, les clubs et les joueurs. Et c'est justement sur ce point-là que tu voulais t'exprimer, Thibaut. Oui, parce qu'en fait, il y a deux lectures. Est-ce que, peut-être, moi, ce qui m'intéressait dans cette affaire, c'est le relatif dédain, voire déni, à l'égard de cette décision. On a finalement entendu assez peu de présidents, voire aucun, Aucun. sur ce sujet. Évidemment pas le président de la Ligue, il a d'autres choses à faire, il devait avoir un dîner ou quelque chose. Assez peu de commentateurs s'en sont emparés. Et pourtant, là, on a un paradoxe évident, c'est-à-dire que d'après ce que la description qu'a fait David, il y a un enjeu vital pour l'industrie du football. Et face à cet enjeu vital, on a une stratégie de déni, voire de dédain. Pourquoi de dédain? Parce que effectivement, quand on s'arrête à l'aspect purement juridique de l'affaire, alors moi je me suis tapé le rapport de l'avocat général et ensuite toute la décision. Faut être bien réveillé. Je crois que tu l'as lu en polonais en plus, Je ne Thibaut. cache pas que voilà, avec un morceau en polonais, donc c'est traduit, amitié au traducteur, hein, c'est traduit dans toutes les langues de l'Union. Donc il y a une régulation faite par la FIFA. Et sur le papier, la Cour ne conteste pas la légitimité de la FIFA pour le faire. Simplement, elle en veut à la proportionnalité des moyens mis en œuvre, à savoir donc que la question des droits de mutation et la question des indemnités de transfert sont en fait des barrières à la libre circulation par effet, pas par objet. C'est-à-dire que c'est pas l'objectif n'est pas de faire ça, mais par effet, elles empêchent la libre circulation, qui est un des principes fondamentaux de l'Union européenne. La libre circulation des travailleurs, qui est l'une des 4 libertés fondamentales. Donc la lecture juridique pousse effectivement à une forme de léger dédain ou de mépris à l'égard de ces décisions. Ça a d'ailleurs été la première réaction de certains. Parce qu'effectivement, on se dit, bon, bah, c'est un problème technique. On va essayer de résoudre ça de manière technique. Donc on va faire une petite réunion, on va se mettre ensemble, puis on va changer l'article 17 de règlement des transferts, et puis tout va être réglé. Ça, c'est la lecture juridique. Effectivement, d'un point de vue juridique, ça semble très technique. Parce qu'on n'y comprend pas grand-chose, et comme on ne comprend pas, on dit que finalement, c'est sans importance. Le problème, c'est que si on change de plan et qu'on se place sur un plan politique, là, ça change beaucoup de choses.
Parce que qu'est-ce qui se passe très concrètement? Tu l'as dit dans le cas de Chancel Mbemba, moi dans l'émission j'ai parlé du cas de Kolo Muani. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, un joueur qui, j'ai posé la question à certains dirigeants qui m'ont dit demain, si un joueur force une sortie, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai dit dans l'émission, je ne sais pas quoi faire. En plus, enfin, je te coupe, mais je crois deviner à qui tu l'as posé, c'est quelqu'un d'assez brillant. C'est pas le premier dirigeant. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et Ouais. il m'a répondu très clairement. Lui, pareil, au début, première réaction, oh, c'est pas grave, on verra bien. Et à cette question-là, il dit, je sais pas. Parce que effectivement, d'un point de vue pratique, on se rend compte que ça change tout. Un joueur qui demain va voir son président et dit, j'ai une offre de tel club, j'ai envie de partir. Qu'est-ce qui va le retenir dans la mesure où le club ne peut plus lui bloquer son transfert et que les indemnités sont devenues illégales? Rien. Il n'y a aucune raison. Il n'y a plus aucune barrière en réalité, si ce n'est le bon vouloir du joueur. Dans la mesure où il est sûr de jouer, même s'il est en conflit ouvert avec son club, mais s'il est sûr de jouer dans l'autre club et il peut y avoir éventuellement une procédure et encore, qu'est-ce qui l'empêche de dénoncer son CDD? Donc là, ça change tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir a changé de main. L'équilibre, l'économie des relations a changé. C'est plus au bon vouloir du club, mais au bon vouloir du joueur. Et là, ça change beaucoup de choses. Effectivement, d'où l'urgence, effectivement, et c'est ce qui a été dit, rappelé par l'avocat général, cette jurisprudence, si elle s'appliquait telle qu'elle, c'est comme ça qu'elle s'appliquerait. Il dit, mais pourquoi elle s'appliquerait comme ça? Elle s'appliquerait comme ça en l'absence de convention collective. Et tout le problème, en réalité, dans le football européen, c'est qu'il n'y a pas de convention collective, comme il y a dans l'industrie, dans la pharmacie, dans beaucoup de domaines. Les acteurs du football n'ont jamais été capables de se mettre autour d'une table Parce pour qu'ils ont aucune décider des conscience de lois classe, mais t'as raison. pardon, je t'ai pas entendu. Ils ont aucune confiance de classe, en fait, si tu veux. Voilà, si tu veux, aucune conscience de classe, en tout cas aucune conscience collective, et ce qui fait qu'ils n'ont été à aucun moment capables de s'organiser pour mettre en œuvre des lois qu'eux-mêmes vont s'appliquer, que eux vont s'appliquer à eux-mêmes. C'est ce que la convention collective, c'est ça, c'est un étage de la loi qui va s'appliquer au droit du travail. En plus du droit du travail, voilà, les banques vont avoir tel régime, les pharmacies tel régime. Bon, bah là, il n'y en a pas dans le football. Donc évidemment, si on applique le droit tel qu'il est, tel quel, maintenant, il est extrêmement libéral. Donc l'urgence, elle est là. L'urgence, elle est à la négociation collective. Et qui dit négociation collective, dit négociation paritaire entre, d'un côté, les salariés et de l'autre côté, les employeurs. Et donc, quid des organismes régulateurs? Au revoir. Donc là, le grand changement, et c'est ce qui, à mon avis, est la grande, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais la grande nouveauté qui s'ajoute à un ensemble de décisions qui ont été déjà prises depuis plusieurs années, c'est l'idée que les grands organismes régulateurs comme la FIFA et l'UEFA, petit à petit, sont mis en dehors de leur industrie. Mais ça, c'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui existait, qui existe depuis quasiment l'arrêt Bosman. Cette évolution de libéralisation, depuis les années 90, il y a un phénomène de libéralisation du droit sportif, c'est-à-dire ce qui était au départ un droit d'exception, qui est géré par les fédérations, des associations, avec un régime très particulier de limitation des transferts, limitation des joueurs, rappelez-vous le nombre d'étrangers limité, était justifié au nom de la spécificité du marché sportif, si je puis dire. Mais petit à petit, comme le sport est devenu une industrie, comme petit à petit les clubs sont devenus des sociétés commerciales, comme petit à petit les compétitions sont devenues, comme l'a reconnu l'année dernière la même CJUE, les compétitions sont du registre commercial et non plus du registre institutionnel. Ça veut donc dire que le droit commun commercial doit s'appliquer à eux et plus le droit spécifique des associations. Et donc, ça veut dire que quiconque organise une compétition est soumis au droit commun commercial. Et le droit commun commercial, la règle, c'est qu'il y a une liberté de circulation de tous les travailleurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus le football est devenu une industrie, plus il a voulu commercialiser ses droits, plus il a voulu gagner de l'argent, plus il a été contraint par lui-même. Donc, c'est simplement l'histoire du football et du sport, mais du football qui arrive petit à petit vers d'un droit d'exception à un droit commun. Et nous discuterons évidemment justement de la réorganisation un petit peu des rapports de force en début de deuxième partie. Donc restez bien avec nous pour écouter cette discussion-là. Je vais quand même, avant de basculer sur cette deuxième partie, donner la parole à François, puisque maintenant qu'on a discuté de l'incertitude générale et des nouveaux rapports de force, on va quand même essayer de se projeter sur ce que pourraient être les conséquences concrètes en fait de cette décision de la CJUE. Et François, toi, tu voulais justement te projeter un peu sur ce que pourrait devenir le football, ou en tout cas ce vers quoi devraient tendre les clubs précisément.
Bah, tout à fait. En fait, David et Thibaut ont donné des éléments extrêmement intéressants et je vais essayer de repartir des 2. Mais je vais rebondir tout d'abord sur ce qu'a dit Thibaut sur le droit d'exception. Je pense qu'on passe définitivement d'une ère qui était l'amateurisme slash le football associatif à une industrie business régie par des codes de business et du droit du travail. C'est-à-dire qu'en fait, le rendu de la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas un tremblement de terre au sens où en fait, il ne fait qu'appliquer le code du travail que nous connaissons tous dans nos vies. C'est-à-dire que lorsque vous souhaitez casser un CDD sans juste cause, il y a des indemnités. Le footballeur à date n'est pas un salarié comme les autres, mais demain, peut-être va-t-il le devenir. Et ça, c'est tout le flou qui est en train de s'ouvrir. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense qu'on est en train de rentrer dans une période de transition. Personne ne va bouger. D'ailleurs, les présidents ne parlent pas. Même la presse, l'équipe, le journal de référence en France, n'en a pas fait de grand dossier pour essayer d'expliquer aux gens les tenants et les aboutissants. Donc, les clubs et les présidents, j'espère pour eux, s'y sont préparés et vont pas se laisser faire. Euh, soyons, soyons raisonnables. Il y aura encore des transferts. Maintenant, la question et le grand point d'interrogation, c'est sur quelle valorisation. On peut s'attendre à ce que les clubs, en effet, pour les meilleurs joueurs, et je dis bien pour les meilleurs joueurs, augmentent les salaires, ce qui d'un certain côté va les protéger. Mais ça ne sera vrai que pour les meilleurs joueurs et le top, top des clubs. Si on réfléchit sur le football en général, on peut s'attendre à une baisse des salaires, parce que comme le disait David, demain, qui va prendre le risque d'acheter très cher un joueur en le payant très cher, si demain il prend le risque de ne pas pouvoir le valoriser? Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que dans les bilans des clubs, les joueurs c'est des stocks. D'ailleurs, on amortit un transfert, on amortit le mouvement d'une personne. Donc, demain, qu'est-ce qui se passe? Je pense que le modèle de Chelsea va, dans les premiers mois, potentiellement, les accords changeront la donne, mais Chelsea qui fait des contrats de 9, 8, 9 ans. Je me rappelle, c'était Jackson, je crois, Ouais, c'était Nicolas Jackson leur qui jeu. est sous Moudric le plus contrat long. jusqu'en 2033, je crois. Nicolas Jackson, là, il a Ouais. prolongé jusqu'en Mais 2033. Exactement. il a re-signé, c'est Moudric le plus long contrat initialement. Mais ouais. Ah mais ouais, je me rappelle à Bilbao, Oyan Sunset, contrat de 9 ans, Jackson à Chelsea, contrat de 9 ans. Bon, bah là, ça commence à chiffrer. Mais même avec ça, potentiellement, on n'atteindra pas les chiffres qui permettaient aux clubs d'éponger leurs dettes, enfin de limiter leur déficit, donc de pas plus creuser leurs dettes. C'est d'ailleurs comme ça qu'il faudrait le dire. Parce qu'en fait, tout le problème va être là. Comment on repense le football? Parce que David l'a très bien exposé. En France particulièrement, aujourd'hui, les clubs sont obligés de vendre Heu, pour éviter de mourir, en fait. C'est pour, éponger, trouver de l'argent, mais le fait est que avec le covid, on l'a bien vu, les clubs ne s'en sortaient pas. Maintenant, si j'essaye de me projeter, parce que ça, c'est le côté club. Les clubs vont essayer peut-être de pousser un peu les salaires, des contrats beaucoup plus longs pour se baquer. Potentiellement, c'est ce qui va arriver. Ce serait d'ailleurs drôle qu'on arrive à la situation ancestrale qui était le contrat, en fait, c'était quasiment un contrat à vie, le joueur ne pouvait pas partir. Ça, c'était la première lutte de Philippe Pierre. Mais demain, je pense qu'il faut réfléchir à un modèle vertueux. En fait, c'est l'opportunité pour les clubs d'enfin aller dans un modèle vertueux. Tous les clubs ne le pourront pas. Les clubs qui ont des dettes colossales, de toute façon, vont être en grande difficulté. Mais je vais citer un club qui, pour moi, est un modèle de A à Z, et je vais l'aborder par 3 points. C'est l'Athletic Club des Bilbao. C'est un modèle sur la formation. À partir du moment où demain, vous ne pouvez plus faire de transfert, enfin, vous ne pouvez plus, on ne parle plus des mêmes montants. Donc, de toute façon, vous n'allez pas acheter des joueurs très chers. Il va falloir que les clubs retravaillent leur relation avec tous les clubs environnants, que ce soit locaux, régionaux, voire même internationaux. Mais pour donner l'exemple de Bilbao, ils ont des partenariats dans tout le Pays Basque, qu'ils soient espagnols ou français. Et ça, c'est une force pour eux parce que ça leur permet de faire du scouting à bas prix et de garantir que les joueurs viennent chez eux. Donc le premier, c'est de retravailler tous les sujets de formation et ça m'amène déjà vers un sujet dont on débattra dans la deuxième partie. Quel principe de solidarité pour le football? Aujourd'hui, sur les montants d'un transfert, 5% reviennent au club formateur. C'est évidemment pas la seule poche de revenus, puisque la taxe Buffet sur les droits télé, enfin les revenus de la Ligue, qui sont principalement les droits télé, était là pour ça. Et d'ailleurs, la baisse actuelle des droits télé est très inquiétante en ce sens, comme la baisse des transferts. Donc pour moi, les clubs vont déjà devoir retravailler ça, avoir une meilleure formation, valoriser leur formation, mais valoriser d'un point de vue sportif. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un jeune pour le vendre demain. On le fait pour, bah, déjà parce qu'il y a un rôle social des clubs et deuxièmement pour intégrer l'équipe 1. Et ensuite, pour moi, le deuxième point,
c'est qu'il faut retravailler donc maintenant tout le produit. Vous ne pouvez plus gagner de l'argent, ou peut-être que vous ne pourrez plus gagner d'argent ou équilibrer votre budget avec les transferts. Qu'est-ce qu'on fait? Bilbao, ils ont leur stade. Leur stade est ultra moderne. Alors évidemment, il y a eu des financements et autres, mais le stade est plein à chaque match. Le prix des places d'ailleurs est très élevé. Ils ont des hospitalités. Ils ont un musée qui cartonne. Ils ont des restaurants. Ils ont des bars. Ils ont des partenariats. Tous ces revenus-là, ils ont une ligne de merchandising qui est colossale. Donc en fait, on ne peut pas me parler d'effet de volume, mais plutôt d'effet de valeur. Et ça, Bilbao a su créer un lien historique, évidemment, de par sa politique basque. Il n'empêche qu'ils réussissent à vendre des t-shirts, des maillots, des pulls, des casquettes, des drapeaux, ce que vous voulez. Mais c'est ce qui permet au club demain d'avoir des structures financières solides. Et mon troisième point, je pense que les clubs vont devoir revoir leur façon de gérer leurs finances. Alors, je vais paraphraser Monsieur Tebas en Espagne qui dit: vous ne dépenserez pas plus que ce que vous gagnez. Mais en fait, c'est une mesure de bon sens. Demain, dans le football où les transferts ne peuvent plus garantir un équilibre des comptes, parce qu'en fait, tu dépenses plus que ce que tu gagnes de façon régulière, et les transferts, ce qu'on appelle des one-off, te permettent, c'est un revenu exceptionnel, boum, il rentre tout de suite dans ton bilan. Allez, ça rentre, ça soulage. Mais demain, il va falloir retravailler ces aspects financiers. Et je vais donner un exemple, et toujours de Bilbao. Au moment où Kepa Arrizabalaga, le gardien basque qui est vendu à Chelsea en 2018, il est vendu 80 millions d'euros. Qu'est-ce qui est fait de l'argent? Merci beaucoup François et je vous propose après cette première partie très riche et très intense de prendre une petite respiration avant de basculer sur notre deuxième partie. Bon, alors cette première partie, vous êtes peut-être un petit peu déprimé, je peux le comprendre, parce qu'on parle de système qui s'effondre, de renforcement des inégalités, et cetera. Mais heureusement, j'ai de quoi vous remonter le moral avec avant la deuxième partie, avec le 16e numéro de la revue de l'After, qui n'est pas du tout aussi déprimant, puisqu'on n'y parle pas du tout des déboires du football français. Il n'y a par exemple pas d'article sur Nasser El Khelaifi et ses jeux d'influence qui pourraient être écrits par François Vignoble. Il n'y a pas non plus deux super interviews de Jaume Roures et Christophe Boucher qui tirent sur tout qui bouge parce qu'il n'y a évidemment aucun problème dans le football français. Bon, par contre, il y a quand même des trucs bien dedans, puisqu'il y a par exemple tout un dossier consacré aux emblématiques présidents à l'ancienne avec des artistes incroyables, avec des entraîneurs, pardon, des présidents incroyables comme Ken Richardson ou Pape Diouf. Bref, une nouvelle fois, la revue de l'After fait carton plein avec un excellent numéro, et je le dis sincèrement, pas uniquement parce qu'il est partenaire de ce podcast, mais parce que je suis moi-même abonné et que vraiment, ça vaut le coup. Et du coup, je ne peux que vous recommander d'aller vous abonner à la revue sur le site l'after.media. Vous avez le lien sur nos réseaux sociaux et ça ne coûte que 4,50 € par mois. Et même si les temps sont durs pour beaucoup d'entre vous, je vous certifie que c'est un investissement que vous ne regretterez pas si vous êtes intéressé par la culture foot. Et en plus de ça, ça vous remontera le moral. Messieurs, deuxième partie de notre podcast dédié à l'affaire Lassana Diarra et ses conséquences. Avant de relancer cette deuxième partie et notamment parler du rôle
des nouvelles de la réorganisation des différentes relations entre footballeurs, clubs, instances, etc., je propose qu'Alex fasse un petit résumé de ce qui a été avancé dans la première partie. Ouais, modestement, hein, parce que c'était très dense, mais on va commencer par ordre d'apparition et parler de ce que nous a dit David, qui pour lui, le flou ne pourra pas durer, et il trouve que c'est qui plus est intéressant que ça tombe cette saison, alors que les clubs sont soumis à une baisse drastique des droits télé. Et la question que tu poses, David, finalement, c'est comment attirer des investisseurs sans entrée d'argent. Et tu as des chiffres à l'appui, évidemment, hein. À la fin si on part sur une période où les transferts n'existent plus, c'est 760 millions d'euros en moins. 760 millions donc à sortir, l'équivalent de 42 millions par club. C'est le budget d'un club comme Brest. Et tu t'étonnes du silence des clubs, et un silence qui pourrait être préjudiciable, ce qui pose la question de comment attirer ces investisseurs, sans parler des dettes que les clubs ont entre eux. Et tu conclus, David, sur le fait que sortir du marché tel quel, ça te paraît irréalisable. On ne peut pas tout effacer d'un revers de main sur une décision de justice. Thibaut, tu t'inquiètes aussi du silence ambiant et du déni qui semble avoir touché tous les présidents. Tu expliques avoir lu évidemment les plus de 40 pages de cet article en polonais, et que c'est peut-être la technicité de cette lecture qui a poussé les dirigeants, présidents et la presse à ne pas faire trop de commentaires. Pour toi, les tables sont renversées et c'est dorénavant les joueurs qui prennent le pouvoir. Et la principale mesure, la principale décision qui doit être prise, c'est une forme de convention collective, une réunion entre les principaux acteurs du football pour mettre en œuvre de nouvelles lois et restructurer le foot tel qu'il doit l'être après cet arrêt. L'urgence est là, et la FIFA et l'UEFA finalement se sont mises d'elles-mêmes en dehors de leur industrie. Cette sortie de leur industrie, tu l'expliques, tu remontes aux années 90 et le phénomène de libéralisation, comme si petit à petit, à force de cumuler des compétitions de plus en plus commerciales, le droit commun s'est inséré de lui-même dans le football, et c'est ce droit commun qui oblige la libre circulation des travailleurs, et finalement le foot ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Enfin, François, tu parles d'abord des fonds d'investissement qui paniquent sur la valorisation et comment sortir, et de la sortie de leur club. On passe, selon toi, d'un air d'amateurisme à une industrie de business qui est régie par les codes du travail, donc un peu comme ce que disait Thibaut. Et finalement, c'est pas un tremblement de terre pour toi, c'est une application. Le footballeur, est-ce que le footballeur, tu poses cette question, va devenir un salarié comme les autres? Selon toi, déjà, les réactions seront très fines au début. Tu penses que personne ne va bouger, et si les négociations n'aboutissent pas, pourquoi est-ce qu'on n'assisterait pas à un lockout comme en NHL? Il faut quand même s'attendre à ce que les clubs et les présidents soient préparés, et tu estimes qu'il y aura encore des transferts, mais dans quelle mesure? Tu t'interroges aussi sur les clauses. Est-ce qu'un Lamine Yamal, sa clause sera caduque du jour au lendemain? Et tu estimes que ça concerne surtout les meilleurs joueurs qui vont justifier un écart salarial très important, que le modèle de Chelsea peut devenir dans un premier temps la norme avec des contrats à la rallonge. Et enfin, tu ouvres tout ça sur une comparaison avec le club de l'Athletic Bilbao, que tu vois comme un modèle de vertu, un modèle dans la formation avec un partenariat et un ancrage dans tout le Pays Basque, un modèle économique avec un stade flambant neuf, un musée, un resto, du merchandising. Et enfin, tu penses qu'il faut revoir la façon de gérer les finances, en prenant l'exemple de Copa Arizia Balaga qui part à Chelsea pour 80 millions, et de l'argent qui est réinjecté d'abord dans le club avant d'être dépensé sur le marché des transferts. Et la base de tout pour toi, c'est de remettre le client au centre du jeu. Merci beaucoup Alex pour ce résumé très condensé. En effet, cette première partie a été très intense et un petit peu plus longue que d'habitude. Il nous reste donc environ une vingtaine de minutes pour débattre dans cette deuxième partie plus axée sur la discussion. Et justement, Thibaut, je vais exceptionnellement te redonner la parole et non à David qui avait pourtant commencé, puisque tu as introduit dans ta première partie une notion notamment sur la réorganisation des relations entre football et club, et tu voulais en rediscuter un petit peu dans cette deuxième partie. Non, alors il y a quelque chose moi que je voulais qui me semble un sujet qu'il faudrait qu'on aborde ensemble, et je serais curieux d'avoir votre avis, les gars, sur l'avenir. Moi, de ce que j'ai compris dans les différentes décisions de justice que je me suis toutes tapées, je dois être philosophe, je sais pas tout, heureusement, mais de ce que j'ai compris, que ce soit l'arrêt Bosman, l'arrêt Malaja,
l'arrêt Laziara et l'arrêt Super League, qui sont les 4 grands arrêts depuis les années 90 qui ont bouleversé le régime de l'industrie du football. C'est un point commun, c'est l'idée de la dérégulation. Ça, c'est quelque chose qui est omniprésent. Mais un deuxième point, qui a été surtout, je crois, mis en exergue par l'arrêt Super League, c'est la contestation du monopole d'organisation des compétitions par l'UEFA et donc par les fédérations sportives, et l'idée qu'il fallait distinguer le rôle réglementaire du rôle d'organisateur, qu'il y avait quelque chose comme un conflit d'intérêts, dès lors qu'on a dit ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que on est sur des compétitions de nature commerciale et donc dans lequel le droit commun s'applique. Donc si le droit commun s'applique, il ne peut pas y avoir de conflit d'intérêt entre celui qui organise la compétition et celui qui la joue. Et celui qui l'organise et celui qui la réglemente. Par exemple, il y a c'est la loi qui organise les relations commerciales, par exemple, à travers le droit commercial. Voilà. C'est pas les commerçants eux-mêmes qui organisent. Alors, il y a des exceptions, mais c'est pas les commerçants eux-mêmes qui, de droit, organisent les rapports commerciaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fédérations qui, jusqu'à présent, avaient un peu ce conflit d'intérêts, mais qui n'en étaient même pas un, parce qu'on voyait même pas le problème. Maintenant, il y a un problème entre être à la fois réglementaire, l'institution réglementaire par excellence, l'institution de recours, celle qui organise les relations entre les acteurs, et en même temps celle qui commercialise. Est-ce que ça, à votre avis, ça a encore un avenir, ou est-ce qu'à terme c'est contesté? Auquel cas, est-ce qu'on n'ouvre pas un nouveau chapitre de l'histoire de l'industrie du football européen? Je ne parle pas de la Super League, mais on peut en parler si vous voulez. Enfin, c'est Super League ou autre. Non, mais oui, alors sur la réglementation, alors moi, dans mon secteur d'activité, ce qui est la finance, toutes les réglementations pertinentes ont été mises en œuvre, réfléchies et prises quand l'industrie était au bord de l'abîme. Que ce soit la séparation entre les banques de détail et banques d'investissement, l'interdiction pour les banques ou pour certains établissements de trader avec l'argent de leurs clients. Tout a été pris quand le secteur était au bord de l'abîme. Il est urgent, mais même pas de prendre Ça veut dire que des... c'est pas le cas encore. Elle n'est pas encore à bord de l'abîme, l'industrie. Qui n'est pas encore au bord de l'abîme, mais s'il n'y a pas de négociation de convention collective, comme tu l'as dit, la décision pure et simple s'appliquera et on tirera vers une disparition des indemnités de transfert. Et je pense que la première chose, et malheureusement, il faut le reconnaître pour la survie du football professionnel, c'est de reconnaître que le joueur est non seulement un salarié, mais aussi un actif. Et ça, en fait, on a tendance à l'oublier. Oui, le joueur. Pourquoi le joueur, le mouvement de joueurs sont si importants? Car toute l'économie du football est basée autour de ce mouvement de joueurs. Mais donc Absolument ça toute veut dire, l'économie. pardon, et François, tu vas sans doute parler de ça, mais ça veut dire que le droit du travail ne peut pas s'appliquer à stricto sensu. Ça ne peut Il pas être que du droit du s'applique, travail. mais il s'applique, Si c'est mais aussi les actifs, il ne c'est peut, pas, c'est pas mais, que du droit du travail. mais il s'applique partiellement, en fait, j'ai envie de te dire. C'est que il faudrait trouver un système hybride où tu garantis une libre circulation des travailleurs autant que faire se peut, tout en protégeant le statut de joueur actif. Alors, c'est pas forcément évident, mais si tu veux que le système fonctionne, tu ne peux pas faire autrement. Car avec les montants en jeu, personne ne peut, en fait, si tu veux, faire l'économie d'un système qui s'écroulera. On parle de milliards d'euros à dédommager, Et potentiellement. on est d'accord, David, mais est-ce qu'en fait, on n'est pas en train d'essayer de faire survivre un modèle qui est en train de sombrer? Parce qu'en fait, on cherche un modèle hybride accessoirement dans le rugby professionnel. Il n'y a pas d'indemnité de transfert. Mais Dans il n'y le en a jamais basket, eu. je crois. Mais il n'y en a Je jamais suis eu. d'accord, mais est-ce que ça veut dire que parce que il y a eu par le passé et qu'on est allé dans des extrêmes, parce que les clubs sont allés dans des extrêmes, il faut aller les sauver de cet abîme? Non, mais alors là, c'est très schumpeterien, mais j'en viens à poser la question. Est-ce que les clubs qui ont des dettes, le Barça, c'était Marca qui a sorti l'info, je crois, ce matin, la dette, je parle en dette, du Barça est supérieure à 2 milliards d'euros. Pas un paquet d'entreprises aurait foulé bien avant ce seuil des 2 milliards.
Alors évidemment, il y a un stade, il y a un asset, il y a un goodwill, il y a une image de marque, Ouais, mais non, mais ça, i mais alors pour des règles prudentielles, pour limiter l'endettement, oui, mais là, moi, je m'étais focalisé en fait vraiment sur la disparition des indemnités de transfert. Et je mais pense que totalement, mais ça mettra en danger, je suis d'accord, les actionnaires à date, mais c'est une génération sacrifiée. À un moment non, mais j'en viens à penser ça. Est-ce qu'on n'est pas devant cette transformation-là? Parce qu'en fait, demain, s'il y a pas d'indemnité de transfert, de toute façon, tous les clubs vont être en souffrance, la plupart. Donc demain, quel est le football qui reste après ça? Je dis pas que c'est ce que je Mais souhaite. de toute façon, il y a besoin de régulation, évident. absolument, Après le mouvement absolument. de dérégulation peut-être qui arrive à son terme, peut-être qu'on arrive à la fin de ce mouvement de dérégulation qui a démarré avec Bosman. Est-ce que ce moment de régulation, maintenant, il y a deux manières de réguler. Soit vous régulez, ça correspond aux deux sphères de compétences dont je parlais tout à l'heure, soit vous régulez au niveau réglementaire, auquel cas c'est l'UEFA et la FIFA qui imposent des réglementations, mais on voit qui sont contraires, ces prérogatives qui sont contraires au droit européen, soit deuxième moment, autre moyen de réguler, la régulation qui viendrait des clubs eux-mêmes, et donc eux-mêmes qui organiseraient leurs propres compétitions avec leurs propres critères. Et donc là, soit c'est les compétitions existantes qui sont réformées en profondeur, type salary cap, type chambre de compensation de transfert, type, je ne sais pas, un système de transparence et autres qui permettrait de traçabilité des transferts. Donc là, sur des compétitions déjà existantes, ou alors création ad hoc de compétitions déjà qui mettrait par défaut déjà ces règles de régulation, et auquel cas, ce serait la disparition du rôle commercial des grandes fédérations, et peut-être éventuellement revenir par la fenêtre à travers un rôle réglementaire, mais ce serait la disparition des compétitions telles qu'on les connaît maintenant. Mais pour moi, la création d'un régulateur européen externe, en fait, si tu veux, d'une tierce partie régulateur européen, là, ça pourrait être complètement, ça pourrait être Je crois pas du intéressant. tout, moi, ça, je crois pas du tout. Mais pourquoi t'y crois pas? Parce que la tradition dans l'industrie du football n'est pas du tout une tradition jacobine, bureaucratique comme celle-là en réalité. On voit bien qu'il y a énormément de mouvements. Il y a aucune institution va être légitime pour être capable d'imposer ces règles-là. La seule qui aurait été capable de le faire, c'est éventuellement la Commission européenne, mais elle n'a pas voulu le faire. Donc et puis elle en a pas le pouvoir en fait. Elle peut pas imposer ça. Donc l'UEFA étant décrédibilisée et la FIFA également, à part, il n'y a que les acteurs eux-mêmes qui seront capables Mais c'est ce d'organiser que eux-mêmes leur secteur d'activité c'est et ce leur que tu compétition. disais d'ailleurs dans le premier épisode du Comex de la saison ou sur les élections où tu disais que c'était probablement les fédérations qui allaient reprendre le pouvoir et jouer ce rôle de régulateur. Les fédérations et moi je pense les clubs en réalité. Je pense que les clubs, parce que étant les premiers affectés, et le capitalisme étant ce qu'il est, le libéralisme étant ce qu'il est, il produit sans arrêt. Le libéralisme, c'est pas du tout l'absence de règles, c'est la production de règles. Le libéralisme, c'est précisément cette capacité à produire des règles soi-même, et qui sont pas imposées de l'extérieur, Mais c'est tu sais que imposer des même règles aux de la pratique. fédérations, même aux fédérations, aux ligues, en fait, si tu veux, tu sais que Manchester City est en train de poser exactement la même question à la première ligue. C'est-à-dire que Manchester City est en train de contester toutes les règles qu'elle a acceptées pendant des années, hein, mais en train de contester la capacité juridique et la légitimité de la première ligue à légiférer et à restreindre justement la liberté de commercer, la liberté de compétition. Donc, que ce soit l'UEFA, que ce soit les ligues domestiques ou les fédérations, tu as raison, ça doit venir des clubs. Il y aura forcément des lobbying des plus grosses équipes, mais ça doit venir des clubs. D'ailleurs, enfin, au UK, au Royaume-Uni, le régulateur indépendant a été très bien accueilli par le public et très mal accueilli par les clubs, qui ont Mais refusé, en fait. puis t'as vu le salaire du régulateur public? Je sais pas Oui, si oui, tu as bien vu sûr, ouais. les conditions, il est payé une bouchée de pain. Ouais, ouais. À côté de tous les autres. Donc ça te dit déjà, tu crées ça, mais tu donnes pas les moyens. Donc voilà. En fait, la difficulté, c'est comme en UK, le droit européen ne s'applique plus. Ils ont eux-mêmes comment dire, leur propre progression, leur propre évolution, mais qui est finalement assez jumelle de celle des clubs européens. Pareil, un grand club conteste le monopole d'organisation et de réglementation de la première ligue. Mais un peu dans les mêmes termes, alors, avec un autre cas en l'espèce, c'est la question du sponsoring, mais ça revient un peu au même. L'argument de droit au départ elle-même, l'argument philosophique, je puis dire elle-même, vous organisez la compétition, c'est une compétition commerciale, donc le droit qui s'applique est un droit commercial. Point. Pas un droit d'exception, de limitation, d'organisation. Non, c'est purement un droit commercial, donc de libre concurrence.
Il y a un point pour basculer sur un autre sujet, c'est que cette décision est une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, qui ne concerne donc pas forcément les championnats des autres continents. François, toi, tu voulais te positionner sur cette question-là. Je sais, on en a discuté un petit peu en amont de l'émission. En effet, parce qu'en fait, certes, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne concerne l'Europe, mais il faut voir que le marché européen du football est un marché international. Le premier pays exportateur de joueurs dans le monde, c'est le Brésil, et la plupart des joueurs vont en Europe. Donc, il y aura des répercussions sans doute, parce que demain, par exemple, c'est le contrat de Hendrick. De tête, le transfert d'Hendrick, c'est 60 millions d'euros, à peu près. On peut se rappeler du transfert de Neymar hein, par le passé. Demain, avec ce qu'on se dit et en l'état de ce qu'on sait, parce qu'il y aura des négociations ou autres, potentiellement demain, Hendrick, il est acheté 5 millions, 10 millions, quand bien même il est considéré comme une pépite du football. Donc il y aura des répercussions forcément dans le monde entier. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quelles seront ensuite quelle sera la réaction des autres pays? Est-ce qu'on ne peut pas voir émerger, je réfléchis à haute voix, hein, la Ligue saoudienne, la Ligue américaine, qui, elles, ne seraient pas soumises à ces problématiques de transfert et achèteraient les meilleures pépites brésiliennes, les meilleures pépites argentines? Je vois bien la Ligue américaine essayer d'attirer, quand bien même elle est beaucoup plus régulée que nos championnats, essayer d'attirer ces talents, ces jeunes talents d'Amérique du Sud pour dynamiser la Ligue américaine. Donc, certes, c'est un arrêt européen, mais il faut bien comprendre qu'il aura des impacts à plusieurs bandes, au niveau international, et j'en parlais tout à l'heure, même au niveau amateur en France. Parce que sur les principes de solidarité, on voit que les droits télé baissent à peu près partout. En France, le moyen de financer la formation, mais également, j'insiste, tous les autres sports amateurs, c'est la taxe Buffet qui est mise sur le football, qui est globalement le seul sport qui dégage de telles sommes d'argent. Donc cet arrêt, je pense il est difficile aujourd'hui de mesurer toutes les implications. Et ça va bien au-delà du simple cas de la Sanadiara, quand bien même on est sur la définition de la juste cause sur la rupture d'un contrat. Potentiellement demain, c'est tout le modèle de construction du football par les jeunes, par le monde amateur et également par les sources de talents internationaux qui est remis en cause. Donc pour moi, il y a une vraie réflexion. Et demain, est-ce que l'Europe devient un îlot? Est-ce que les jeunes joueurs continueront à venir chez nous? C'est une vraie problématique. Alors, Les dans la arrêts décision, juste pardon, européens, précision, dans la décision, il est précisé que la FIFA, étant opérateur européen, reconnaît la charte européenne des droits de l'homme et donc est soumis aux droits européens. Et ensuite que dès lors qu'il y a un opérateur européen dans un échange, même si on n'est pas sur un sol européen, c'est le droit européen qui doit s'appliquer. Donc ça veut dire que exactement. potentiellement tout le monde est concerné par cette décision. D'accord. Ok. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Tout le monde est toujours concerné par les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est vrai sur le marché de l'énergie, c'est vrai sur l'industrie, c'est vrai sur énormément de marchés. L'Europe, c'est un marché de 500 millions de consommateurs, voire plus. Ce que fait l'Europe a toujours des répercussions et tu le dis très justement, ça aura forcément des répercussions dès lors qu'il y a un acteur européen dans le deal. Mais auquel cas, quel foot demain? Pour moi, c'est un vrai sujet. C'est comment est-ce que les marchés type Brésil, Argentine vont réagir à ces nouvelles contraintes et surtout contraintes financières parce que les joueurs, ils partent en Europe parce qu'ils veulent gagner plus d'argent, ce qui est normal, on les comprend très bien. Mais demain, est-ce qu'il y aura autant d'argent? Ça sera intéressant. David, tu voulais réagir sur cette question? Ouais, mais est-ce que vous avez vu passer alors cette notion d'intérêt général que cette décision pourrait être tempérée ou minorée en raison de l'intérêt général en fait d'intérêt général des clubs? Oui, oui, c'est évoqué dans la décision et c'est Ouais. précisément pour ça que la CJUE reconnaît la mission régulatrice de la FIFA, au nom précisément de l'intérêt général du football. Simplement, elle en réduit la portée en considérant que l'activité qu'elle exerce est une activité commerciale. Et donc, c'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un conflit de normes entre, d'un côté, pas être trop compliqué, mais entre le droit de la concurrence et les droits fondamentaux de l'Union européenne. Est-ce que c'est purement la liberté de circulation qui s'applique, ou alors est-ce qu'elle est réglementée aussi par les règles antitrust
de la communauté européenne, oui, de la Commission européenne. Donc là, l'enjeu juridique était là, la question technique, elle était là. Donc oui, la question d'intérêt général est posée, il est absolument pas mis de côté. Par contre, on en réduit la portée en disant que les barrières qui étaient imposées par le règlement de la FIFA sont disproportionnées au regard de l'objectif, et donc qu'elles empêchaient cette liberté prônée par les traités par ailleurs d'être pleinement exercée. Et d'ailleurs, le rendu de la Cour de justice ne remet pas en cause le principe même de transfert. Il remet en cause la décorrélation entre le montant d'un transfert et la Voilà. réalité de ce que serait une indemnité de rupture d'un contrat du droit commun qui est le CDD. Parce que le En fait, contrat qui se rapproche le plus, c'est le CDD. elle reconnaît que le règlement des transferts de la FIFA avait fait un effet dissuasif sur la liberté de circulation. Et donc, ce qu'elle veut réguler, c'est ça. C'est-à-dire, il ne faut pas que c'est un effet dissuasif. Il faut que ce soit régulé, organisé. Il faut qu'il y ait des règles, qu'il y ait éventuellement des compensations. Il ne faut pas que ça ait un effet dissuasif sur le mouvement des joueurs. Donc, ça veut dire, très simplement, quand on le lit, qu'elle veut favoriser le mouvement des joueurs entre les clubs. Donc, si elle favorise le mouvement entre les clubs, ça veut donc dire qu'elle est en train de déréguler. J'ai un dernier sujet que je voulais aborder sur cette thématique-là. Et Sur ce notamment, podcast droit, sur de la ce concurrence. podcast de droit, exactement. Sponsorisé par Et, Dalloz. et je me tourne plutôt vers David, puisque on a vu une croissance exponentielle ces dernières années de cas de clubs en situation de multipropriété. Je crois qu'il y a environ, je ne sais plus exactement les chiffres, 300 clubs qui sont concernés par des cas de multipropriété aujourd'hui dans le monde. Est-ce que justement cette multiplication de ces cas-là pourrait répondre à toutes les questions qu'on vient de se poser, en fait, ou juste les Je vais clubs être. Quel est les deux intérêts principaux de la multipropriété? Le premier intérêt de la multipropriété, c'est de pouvoir accumuler le plus d'actifs possible et de faire croître donc la valeur de ta galaxie. Et le second, c'est de contrôler le coût d'approvisionnement de ton club phare. Ou alors en cascade, en fait, de contrôler ton coût d'approvisionnement, puisque ce qui coûte le plus cher dans le football, c'est de s'armer, c'est d'acheter des joueurs. Et si désormais tes actifs, tes joueurs, tes salariés ne sont plus captifs et peuvent s'échapper de ta galaxie de multipropriété comme bon leur semble, ou en tout cas contre le paiement d'une somme modique, il n'y a absolument plus aucun intérêt quasiment à bâtir une galaxie de multipropriété, puisqu'il pourrait, il y aurait un trou dans la cage, il pourrait s'échapper. Imaginons un joueur de Salzbourg qui est plus ou moins promis à Leipzig, qui pourrait rompre son contrat et signer à Bournemouth. Tout l'écosystème patiemment bâti perd forcément de son intérêt. Mais il y a un élément important qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, on parle de droit européen, mais le droit européen doit être retranscrit ensuite dans les droits nationaux. Tout à l'heure, je parlais de la clause de Lamine Yamal. Demain, les clauses ne seront sans doute toujours pas autorisées en France. Donc en fait, de ce qu'on imagine être un marché harmonisé au niveau européen ne l'est d'ailleurs pas. Donc en fait, les réactions des ligues, des fédérations ou des clubs vont dépendre de ce que permet le droit national. Le droit européen s'impose à tous, mais le droit national reste Mais est-ce que ensuite. François, tout ça vient pas, le péché originel, c'est l'idée que les grandes fédérations sont aussi organisateurs des compétitions. Parce que si on imaginait qu'ils n'étaient pas organisateurs des compétitions, donc ils commercialisaient pas, ils pouvaient se concentrer sur leur rôle de régulateur et donc être capables de régler en fait ces problèmes-là en amont, parce que en réalité c'est la fonction des fédérations d'organiser ces relations-là. Elles sont plus légitimes parce que maintenant, avec cet effet de ce conflit d'intérêts, elles se sont retrouvées à la fois réguler et en même temps commercialiser, ce qui pose des problèmes juridiques. Mais en réalité, tout ce qu'on dit là, les conventions collectives, les négociations, le problème des transferts, ce sont ces fédérations qui sont censées organiser ça. Le problème, c'est que leurs règles sont devenues obsolètes, si je puis dire. Et que ce qui est obsolète, c'est l'idée même d'organisation internationale sportive, au fond. C'est l'idée qu'il y a des règles communes à tous. Donc on en revient à une espèce de degré de tout début, en fait, de l'histoire du sport. On revient un peu au début, en fait. Je suis d'accord avec toi parce qu'en fait, si on regarde quel est le rôle d'une fédération, d'ailleurs, on l'a peut-être un peu trop oublié dans le cadre de l'élection à la LFP, ce sont des délégations de service public. En fait, ils rendent compte pour l'État. Quel est le rôle de la fédération à part de s'assurer du bon fonctionnement? Alors, tout dépend de est-ce que on met l'accent sur le rôle régalien ou pas d'une fédération. Aujourd'hui, la fédération, elle est organisatrice. À la base, dans l'esprit de la délégation de service public, la fédération est là pour contrôler le bon déroulement des compétitions du monde amateur.
Donc, c'est une autre problématique. Et là, je te rejoins. Est-ce que la fédération a vocation à organiser ou à réguler? Si sa vocation est de réguler, on peut remonter ça au ministère des Sports et en fait, la fédération perd tout intérêt. Mais c'est une vraie problématique. C'est aujourd'hui, c'est potentiellement, on est en train de changer tout, tout ce qui est le football tel qu'on le connaît. Et ce qui pourrait sauver le modèle actuel, c'est entre guillemets l'attache émotionnelle que les gens ont avec les compétitions que ces fédérations organisaient. La Ligue des Champions, même s'ils l'ont complètement changé cette année, mais c'est la Ligue des Champions, l'Europa League, mais même en France, la Coupe de France est une compétition de la fédération. Est-ce que demain, une entreprise de droit privé, un peu sur le modèle de la Super League, hein, qui serait chargée d'organiser, mais il ne faudrait pas qu'il y ait de lien avec la fédération qui fasse les règlements si on veut éviter le conflit. Est-ce que cette entreprise-là, demain, est amenée à organiser une compétition amateur? Ça amène des réflexions qui vont très très loin. Alex, dernière question rapide parce qu'il faut qu'on clôture. Ouais, elle est un peu pour David, mais je me posais la question, est-ce qu'on pourrait pas envisager carrément un changement de système sur les contrats où le joueur de foot deviendrait un auto-entrepreneur qui vend ses services au club, tu vois? C'est intéressant, mais Comme les acteurs. Ouais. Fin du CDD et passage à l'auto-entrepreneuriat pour les footballeurs. C'est pas idiot. Hein. c'est pas idiot, mais encore une fois, quel serait l'intérêt pour un club d'accepter Je sais pas. Bah, c'est C'est-à-dire pour aller dans la continuité de Mais Thibaut en t'aurais- disant mais l'étape t'aurais- mais sera t'aurais- mais renversée. parce qu'en fait, moi, mais ça, il faudrait le normaliser parce que tu peux pas avoir comme dans une entreprise, tu aurais des acteurs en CDI, des acteurs en CDD, des acteurs en auto-entrepreneurs. Et donc, en fait, les clubs, selon sa force de négociation, les meilleurs seraient plus flexibles. Et ouais, j'y ai pas réfléchi. C'est une très bonne question. J'y ai Non, pas par réfléchi. mission, on pourrait imaginer que Bien tel sûr. club embauche tel joueur pour telle compétition, mais pas pour une autre. Comme les prêts court terme, en fait, si tu veux, en Voilà. Angleterre, les Alors, prêts tu d'un viens mois, jouer la des Ligue des prêts de 2 mois, Champions, des mais le prêts de 6 championnat, mois. tu joues ailleurs. Ouais, mais ouais. Tu Bon, vas je vois avoir des comme ça, des slashers, quoi. Si c'est un joueur à la fois du Real, à la fois de City, il joue on pourrait imaginer ça, une dérégulation complète. Ce sont les joueurs, les clubs s'organiseraient par compétition. D'ailleurs, de fait, ils le font avec leur effectif. ouais, Donc, ouais, ou alors, enfin, tu sais, ça fait un peu le Henrik Larsson qui revient, en fait, tu sais, jouer pendant un mois au mois de mars, ou Henry qui revient jouer un mois en MLS à Arsenal, ouais. Ouais. Non, non, mais ce qui est compliqué, je te donne la parole tout de suite, c'est pour l'équité des compétitions. Parce que l'intérêt dans le sport et d'une compétition, c'est que tout le monde suive les mêmes règles. Mais demain, comment est-ce qu'on fait pour garantir que dans un championnat, tout le monde suive les mêmes règles? Parce que là, si on réfléchit aux joueurs, nous, on n'en a pas parlé dans cet épisode, mais parce qu'on a imaginé qu'il allait casser son contrat au moment d'une fenêtre de transfert. Mais objectivement, un salarié, il peut casser son contrat quand il le souhaite. Donc potentiellement, demain, qu'est-ce qui se passe? C'était la, Pourrait-il, je mets c'était évidemment la énormément première de ligue dans les années conditionnels, 90, ça, avec Cantona qui arrive en novembre. exactement, c'est exactement ça, Cantona qui signe en novembre depuis de Leeds. Donc, est-ce que demain, les joueurs peuvent changer d'effectif, jouer dans deux compétitions, jouer pour deux clubs dans la même compétition d'un week-end sur l'autre? C'est une remise en cause de tout ce qu'on a connu. Et pour moi, la principale problématique, et que reconnaît la CJUE, c'est qu'il faut garantir l'équité. Parce que s'il y avait historiquement un monopole des fédérations, c'était pour garantir le respect de règles qui garantissaient l'intérêt général. Ouais, mais Et cher pour moi, ami, c'est une des on fera un autre problématiques. podcast on fera un autre podcast sur l'égalité formelle et l'égalité réelle. C'est-à-dire qu'effectivement, Le rendez-vous est pris. de droit, l'équité est la règle, mais de fait, on voit bien que certains sont plus équitables que d'autres, quoi. C'est la différence entre l'égalité et l'égalitarisme. Oui, voilà, un peu, c'est ça. Excellent teasing pour une prochaine émission. Et moi, je m'inquiète très, très fortement si les joueurs devenaient entrepreneurs de voir la gueule de la partie de Football Manager de David, qui serait encore plus dingo, je pense. Euh, Mais j'ai le temps. Oui, je me doute bien que tu as le temps, David. Tu as des nuits à combler. Absolument. J'ai bien compris. Messieurs, merci beaucoup pour cet épisode numéro 3 du COMEX qui a été très intense. On a un petit peu débordé par rapport à d'habitude, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, qui est probablement un des sujets majeurs des prochaines semaines, mois et peut-être même années à venir. Donc peut-être qu'on fera une partie 2 une fois qu'on aura eu un petit peu plus d'évolution dans les semaines à venir.
D'ici là, évidemment, vous pouvez quand même nous soutenir en vous abonnant à nos différentes plateformes d'écoute pour recevoir les notifications des nouveaux épisodes, en partageant tout ça sur les réseaux sociaux et à vos amis proches. C'est évidemment comme ça que ça fonctionne le mieux, le bouche à oreille. Et aussi, vous pouvez soutenir la revue de l'After avec le 16e numéro qui a été publié le mois dernier, tout dans le genre, 3 semaines. Oui, il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, voilà. Ligue 1, la chute finale, un numéro spécial dédié au président que je recommande chaudement pour la culture foot. 9,90€ la revue ou alors 4,50€ par mois pour recevoir les 6 revues par an. Messieurs, merci beaucoup. On se donne rendez-vous dans 2 semaines et surtout n'oubliez pas, il y a une nouvelle page spéciale Locomex sur les différentes plateformes d'écoute sur lesquelles vous pourrez retrouver des bonus et les différentes recommandations que nous allons enregistrer dans quelques secondes. Merci à tous et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao ciao.